Bienvenue sur Chronique, les séries de podcasts inédits de Mapato. Dans nos podcasts, nous donnons la parole à des patients, des aidants et des soignants. Alimentation, sexualité, travail, gestion du quotidien, prise en charge. Nos invités nous partageront leurs expériences, leurs conseils et leurs visions. L'objectif est simple, informer et déstigmatiser la vie avec une pathologie dans un esprit positif et collaboratif. Je suis Lorraine, je suis patiente chronique et je serai votre hôte sur Chronique. Je vous emmène à la découverte de ces témoignages qui, je l'espère, pourront vous éclairer et vous accompagner au quotidien. Bienvenue dans cette série de podcasts dédiés au TDAH, rendue possible grâce au site Parlons TDAH. Dans cet épisode, je suis honorée de recevoir Riquel, une jeune trentenaire et maman dévouée de 2 enfants. Louise, âgée de 5 ans, et David, âgé de 10 ans. David, un garçon vif et plein de vie, a été diagnostiqué avec le trouble de déficit de l'attention avec hyperactivité, TDAH, à l'âge de 6 ans. Dès son plus jeune âge, David a toujours été une source d'énergie inépuisable dans la maison, apportant joie et dynamisme à chaque instant. Cependant, Riquel a rapidement remarqué des signes d'agitation chez David, des difficultés à s'endormir et des réactions impulsives dans son comportement. Après avoir consulté un pédiatre qui a rassuré Riquel sur la santé de David, elle a persisté dans sa quête de réponse en consultant une orthophoniste et une pédopsychiatre. Cette démarche n'a pas été sans défi, notamment dans sa communication avec son mari. Mais Riquel était déterminée à trouver les meilleures solutions pour accompagner son fils. Grâce à l'aide précieuse de la pédopsychiatre et d'autres professionnels de santé, Riquel a mis en place un plan d'action pour soutenir David, comprenant un suivi avec une psychomotricienne et des ajustements dans l'environnement familial. Cependant, l'une des plus grandes épreuves a été l'entrée de David à l'école, où son agitation motrice et son manque de concentration ont été une source de défis supplémentaires. Malgré ces défis, le plus grand souhait de Riquel reste de permettre à David de mener une scolarité normale, sans être jugé uniquement à travers le prisme de sa singularité. Rejoignez-nous alors que nous plongeons dans le parcours de Riquel et de David, à la recherche de compréhension, de soutien et d'acceptation dans un monde où la neurodiversité est encore trop souvent mal comprise. Je vous laisse sur notre conversation et vous souhaite à toutes et à tous une excellente écoute. Eh bien, bonjour Riquel. Bonjour Lorraine. Je suis ravie de t'accueillir sur Chronique, le podcast de Mapato. Toutes les deux, on va aborder le TDAH aujourd'hui et je voulais que tu commences par te présenter et nous présenter ta famille. Alors, je m'appelle Riquiel, j'ai 35 ans. Je suis en couple et nous avons 2 enfants. Louise qui a 5 ans et David, 10 ans, qui est neuroatypique. Il a été diagnostiqué porteur de TDAH quand il avait 6 ans et ça fait partie de notre quotidien familial depuis bien avant ses 6 ans en tout cas. C'est ça. Justement, on va aborder un peu le parcours de David. Donc, comme tu disais que ça avait justement débuté bien avant son diagnostic. Donc, est-ce que tu peux nous en dire plus, nous parler un peu de David? Alors David, il est né déjà et c'était un très grand enfant, très dynamique, très, vraiment, tonique, je veux dire et il a tout de suite, mis de la vie dans notre maison, il est très joyeux, très jovial et ce qui nous avait beaucoup marqué, c'est qu'il aimait jouer, il était infatigable. Quand il a commencé à pouvoir manifester ses interactions, il était infatigable. Il jouait à pas en finir et le truc le plus intéressant aussi pour nous, en tout cas, qui nous a alertés, en tout cas, c'est qu'il avait du mal à s'endormir. C'est-à-dire que il jouait, mais c'était comme si pour lui, le jeu ne devait jamais s'arrêter et donc au moment de s'endormir, il bagarrait pour ne pas s'endormir. Il luttait contre le sommeil. En gros, c'était vraiment, l'impression que ça donnait et et cela nous avait alertés, mais sans plus. On s'est dit: «Bon, c'est un enfant, dynamique, voilà» et on avait aussi remarqué qu'il avait une croissance assez particulière. C'est-à-dire que David, il a eu, sa poussée dentaire à 4 mois. À 4 mois, et
il a les 4 dents qui sont sorties, en même temps. Alors là, j'ai dit: «Bon, il va falloir qu'on consulte parce que c'est normalement autour de 6 mois et en général, on commence par 2 dents, quoi». Donc ça, c'est l'une des choses qui nous avait aussi alertés, mais à part ça, c'était un enfant, comme tous les autres. Rien de particulier à part ça, au niveau du développement, on n'avait pas noté, de choses particulières. Il s'est mis assis, il a fait les 4 pattes, normalement. Donc bon, on était contents, quoi, on s'inquiétait pas plus que ça. C'est ça. OK. Et justement quand, il y a eu tous ces petits signes, vous êtes allés voir le pédiatre, le médecin traitant, enfin vous êtes orientés vers quel type de professionnel de santé? Alors tout de suite, dans l'immédiat, notre professionnel de santé, qui était, à l'esprit, c'est le pédiatre. Donc quand on s'est rendu compte déjà qu'il était un peu précoce, bon, quand je dis un peu, c'est un euphémisme, il était vraiment précoce au niveau de la poussée dentaire et de son développement, moteur, on a été voir, le pédiatre. Alors il nous a dit: «Non, mais ne vous inquiétez pas, c'est pas on a des normes, mais ça veut pas dire que tous les enfants rentrent dans ces cases-là. Il a un développement, normal, il est en santé, il y a rien de particulier». Bon, ensuite, bon, on s'est dit: «OK, on va essayer de pas s'angoisser pour ça». Et il a continué à se développer et puis autour de 9 mois par là, je me suis rendu compte qu'il était essentiellement attiré par les jeux bruyants. C'est-à-dire que il fallait que le jeu, ça fasse du bruit, il fallait que ça tape, il lançait les jouets. Il avait vraiment des interactions très impulsives aussi, dans sa façon de jouer et du coup, à la limite, je me disais: «Mais il va finir par se faire mal quelque part». Donc on est retourné chez le pédiatre et pareil, il me dit: «Mais madame, monsieur, vous inquiétez trop, mais il y a rien, c'est un enfant en santé», et là j'ai dit: «Mais soit je suis folle, soit, je sens qu'il y a quelque chose de particulier, il y a quelque chose de singulier». Et bon, à ce moment-là, j'ai arrêté d'aller, voir le pédiatre pour ces questions-là. Je me suis dit: «Bon, il dit qu'il est en santé, on va essayer de se concentrer sur ça». Sauf que, heu 1 mois et demi plus tard, donc il avait 10 mois et quelques semaines, il s'est mis à marcher. Je dis: «Mais il marche à 10 mois et c'était pas marcher, il s'est mis à courir» et il faisait et en fait, sa mobilité, c'était courir. J'avais l'impression qu'il était pressé. Je me suis dit: D'accord, «Mais ouais. pourquoi il est tout le temps pressé?» Il courait partout. En fait, dès qu'il s'est senti suffisamment fort dans ses jambes pour se tenir debout, c'est comme s'il était. Il a dit: «Oh là là, mais je découvre quelque chose d'extraordinaire, je et je peux aller aussi vite que je le souhaite», et tout de suite, il s'est mis à courir. Il avait pas la notion du danger, il avait pas, il avait pas la notion du risque. Pour lui, la marche, c'était la fête, en fait, de se mettre de se tenir sur ses 2 jambes, ça y est, c'était la fête et il avait pas tout ce qui était: «Ah mais je peux tomber», comme on voit les enfants en général C'est qui ça. quand même Mmh. appréhendent la marche, en fait. Lui, il a Mmh. pas appréhendé la marche et très vite, justement, on s'est retrouvés avec, des chutes, il s'est cassé des dents. Donc tout de suite, j'ai découvert qu'il y avait des pédodontistes parce qu'il a fallu trouver un dentiste qui puisse prendre en charge un enfant de moins de 2 ans. D'accord, ah oui, oui, OK. Donc Mmh. et là, je me suis dit: «Il y a quand même quelque chose». Donc on a fini par, consulter par la suite aussi un ORL parce que donc, l'endormissement, comme je disais, c'était compliqué. Il faisait pas ses nuits, il bagarrait pour dormir. Du coup, nous, on était épuisés parce que, en plus, moi, j'allaitais. Donc l'ORL, finalement, il nous a dit qu'il y avait rien de particulier et
il a évolué comme ça jusqu'à ses 2 ans. Je me suis dit: «Non, là, il y a quelque chose qui me parle, en fait, il faut que je creuse, en fait». D'autant plus que, à 2 ans, il ne parlait pas. Il refusait de parler. C'est-à-dire, il me l'a verbalisé. Il me pointait les choses du doigt, il faisait des petites phrases, par, mimétisme, en fait. Il répétait les choses que nous, on disait pour formuler en fait, il les répétait vraiment dans le contexte. Bon, c'est-à-dire que le contexte était bien approprié, mais on avait vraiment la sensation qu'il ne formulait pas ses phrases, mais ses propres phrases, mais il, disait les choses telles qu'il les avait entendues. Mais il avait la capacité et l'intelligence de les restituer au bon moment. C'était ça qui était quand même frappant. Et à un moment, je me suis dit: «Mais David, pourquoi tu ne parles pas?» Et il m'a dit: «Je ne veux pas». D'accord. Et là, Donc il l'avait formulé en il a effet mmh. formulé: Mmh. «Je ne veux pas». Donc, mais je me suis dit à un moment, peut-être qu'il a un problème de langage. Donc moi, j'ai cessé, comme je disais, d'aller voir le pédiatre parce que je trouvais qu'il ne m'écoutait pas. Et j'ai contacté de moi-même une orthophoniste. Donc c'est comme ça qu'on a été, voir l'orthophoniste. Au bout de 3 séances, l'orthophoniste, elle m'a dit: Madame, votre fils n'a pas de problème, il n'a pas de problème en orthophonie, ça n'a rien à voir, le langage est très bien, c'est juste qu'il, il a décidé que son langage n'était pas encore assez, assez juste. Il ne se sent pas prêt. Il trouve qu'il n'est pas encore prêt pour parler, mais il comprend. Il a pas de problème de compréhension, il a pas de problème de langage, il a pas de problème de perception, des choses basiques quoi, des enfants. Mais par contre, elle m'a dit: «Je pense qu'il y a autre chose». Et c'est comme ça que cette orthophoniste me conseille de rentrer en contact avec des pédopsychiatres et elle me donne des numéros de téléphone. Donc c'est comme ça que tout a démarré, en fait. D'accord. OK. Et justement sur cette période-là, avant, d'aller voir le pédopsychiatre, est-ce que justement avec, ton conjoint, vous avez pu en parler pour essayer de voir est-ce que lui ressentait la même chose, que toi en fait sur David? Alors ça, c'est vraiment une très belle question parce que ça a été compliqué. Compliqué dans la mesure où lui, en fait, il voyait bien qu'il y avait quelque chose de particulier, mais il considérait que, c'était, dû au fait que David n'a pas été en crèche. Donc David a été gardé par, une assistante maternelle. Donc pour lui, c'était: «Ah non, mais c'est parce qu'il a pas eu, suffisamment d'interaction, qu'il a cette façon de jouer impulsive, c'est parce qu'il est toujours seul avec lui-même ou avec, ses 2-3 petits copains chez l'assistante maternelle, il lui faut plus d'interaction, en même temps, il est le premier né donc forcément, c'est pas comme si c'était un petit frère qui avait des aînés avec qui il va apprendre certaines notions rapidement». Donc pour lui, en fait, il y avait rien de problématique, c'était vraiment une question environnementale, en fait. C'était pas propre à l'enfant. Sauf que moi, je sentais, je voyais bien que, il y avait de la singularité propre à David, mais, pour lui, c'était pas aussi simple et je pense que c'était plus du déni qu'autre chose parce que clairement, quelquefois quand même, je voyais qu'il percevait des choses, mais il refusait de l'affirmer ouvertement. Donc, sur le coup, du coup, quand j'ai pris cette voie-là, je l'ai prise, seule. Ouais. Donc tu es allé voir un pédopsychiatre avec David seul, c'est ça? Parce que Oui. OK. Et du coup, comment ça s'est passé? Comment comment a démarré, justement ce suivi avec le pédopsychiatre? Alors déjà, pour rentrer en contact avec, la pédopsychiatre, ça a été quand même quelque chose et avec le recul, je me dis: «Je pense que je n'aurais même pas pu rentrer en contact avec la pédopsychiatre si je n'avais pas rencontré cette, orthophoniste qui avait eu vraiment, la bienveillance et qui était formée, en fait, parce que je ne pense pas que toutes les orthophonistes auraient eu ce recul-là et qui m'a donné des contacts parce que moi je les aurais pas eus.
Donc j'ai contacté les 3 pédopsychiatres qu'elle m'avait, conseillés par téléphone parce qu'elle m'a donné leur numéro portable et pense les 3 en fait, elles ne prenaient plus de nouveaux patients. Il a fallu que j'insiste pendant des semaines. J'ai imploré. J'ai harcelé limite, les pédopsychiatres en question, heu, en soumettant la problématique, en montrant vraiment que, elles étaient la seule solution à mon problème et bien heureusement, j'ai, fini par, obtenir un rendez-vous avec, une super pédopsychiatre et la prise de contact s'est très bien passée avec David. Il ne comprenait pas trop ce qui se passait, mais bon, il avait compris que la pédopsychiatre avait plein de jouets, donc Ça lui plaisait. ça lui plaisait. Mais tout de suite, elle elle m'a expliqué, que, il était trop jeune pour le mettre dans une case, donc on n'allait pas parler de diagnostic, mais on allait mettre en place des choses. OK, ouais. Hem, ça m'a beaucoup rassurée. Du coup, on a mis en place, un suivi avec une psychomotricienne, l'orthophoniste, elle a dit que c'était pas nécessaire dans le cas de David. Donc il voyait que la psychomotricienne et la pédopsychiatre assez régulièrement D'accord. et aussi on a mis en place des aménagements pour la maison, en fait et ça a été vraiment challengeant quand même parce que il y a le fait d'accepter que l'enfant il y a quelque chose de singulier, mais en fait, ça nous remet nous-mêmes en question par rapport à son rapport à la parentalité Oui, tout à fait. Ouais. et ça a été une vraie épreuve, pour, nous individuellement et pour le couple. C'est ça. Surtout si toi, tu étais allée seule au rendez-vous et que Voilà. lui aussi avait un peu de mal justement à accepter cette partie-là. Il y a tout ce travail d'acceptation et parce que c'était peut-être du déni pour le moment, en fait. Oui, parce que je pense, hem, il y a cette étape où il faut quelque part faire le deuil de l'enfant parfait Exactement. Mmh. et je pense que pour lui en tant que papa, son fiston, ça a été quand même j'ai essayé d'imaginer, hein, parce qu'il n'a pas forcément verbalisé, mais je l'ai compris comme ça c'était quand même difficile de faire ce deuil-là. Mais au final, on a quand même mis en place des aménagements, heu Justement, c'est quoi comme type d'aménagement que vous avez mis en place? C'était dans la façon d'interagir avec lui, donc elle nous faisait comprendre qu'il fallait qu'on la mise en place de jetons, de renforçateurs, positifs, de modifier le mode de communication, d'utiliser des jeux, éducatifs pour, développer, heu, certaines, notions, hem et ça a vraiment aidé aussi, pour, améliorer, même les interactions entre nous en tant que parents vis-à-vis de lui parce que, à un moment on s'est rendu compte que, même nous en tant que parents on n'arrivait pas à accéder à notre enfant quelque part. C'était vraiment compliqué. Ouais. Et justement, en fait, là, quand, le entre le moment où vous êtes allés voir le pédopsychiatre et le moment où il y a eu une pause de diagnostic, David, il est rentré à l'école. Donc vous avez Mmh. dû faire des adaptations aussi au milieu scolaire? À l'école ça a été, la rentrée à l'école a été vraiment, une grosse, grosse épreuve. Hem, Déjà, tout de suite, lui, en tout cas, il a adoré l'école. Ah, c'est chouette ça. Parce que mais il n'avait pas assimilé, en fait, la notion, de contexte scolaire.
pour lui, aller à l'école, parce qu'il a toujours adoré les interactions, il a toujours adoré être avec les gens, il avait cette facilité à aller vers les gens, à aller faire des câlins, il se jetait même dans les bras de la maîtresse. Bref, c'était assez particulier. Et donc aller à l'école pour lui, c'était aller jouer avec les copains. Sauf que les interactions étaient impulsives, lui, il n'avait pas forcément, hem, il n'était pas forcément perçu de la bonne façon par les autres enfants parce que même dans la joie, il peut être brutal. Il pouvait être brutal, donc ça il pouvait faire mal et les autres le prenaient, comme des coups, en fait. Pourtant, c'était des moments d'affection pour David. Du coup, ça a compliqué, les interactions et en face, on avait une maîtresse qui n'était pas formée à la neurodiversité et qui s'est très vite braquée. D'autant plus qu'on n'avait pas d'argument vraiment pour, hem, pour soutenir en fait, le comportement de David, pour l'expliquer, pour l'étayer. Donc il n'y avait pas de diagnostic. On avait que, un suivi mis en place, mais on ne pouvait pas justifier en fait quelque part, les comportements et être écouté facilement par quelqu'un qui, a priori, n'avait pas la formation, à la neurodiversité et qui, quelque part aussi, dans les comportements de David, au même titre que les enfants, se sentait agressé. Avec justement cette entrée, à l'école, le fait qu'il soit suivi par différents professionnels de santé, à quel moment ça a été important, bah, pour toi, heu et pour lui surtout aussi d'avoir un diagnostic de poser? Déjà, à un certain moment, hem, ça a été important, mais c'est arrivé plus tard parce que le diagnostic a été posé, il était déjà en CP. Mais il C'est fallait ça. Mmh. traverser toute la maternelle Exactement. et les choses ont quand même changé à un moment parce qu'en face, dans les années qui ont suivi, parce que c'était compliqué à la petite section, mais en moyenne section, avec l'aide de la pédopsychiatre, on a fait les choses rapidement. Déjà quand j'étais en petite section pour faire la demande auprès de la MDPH, parce que quand je lui avais, expliqué la situation avec l'école, elle m'a tout de suite dit: «Là, il faut faire le dossier MDPH tout de suite, il faut qu'il ait une AESH pour apaiser les choses, sinon ça va être compliqué pour lui de suivre une scolarité normale» et on ne voulait surtout pas qu'il suive autre chose qu'une scolarité normale. Parce que clairement, il avait moi j'avais perçu qu'il avait les capacités, je ne me posais pas de questions par rapport à la déficience intellectuelle. C'était clair pour moi qu'il avait pas de problème à ce niveau-là. Oui, ouais. Donc il était hors de question qu'il soit pas dans un parcours de scolarité normal. Donc la pédopsychiatre a mis en place les choses rapidement. En moyenne section, il a eu une AESH, Ouais, hem super. et et en face, il y avait une maîtresse qui était formée à la problématique de la neurodiversité. D'accord. Donc tout de suite, elle a compris, David et elle a mis en place des aménagements. Elle est rentrée en lui à établir une vraie connexion, une vraie communication et on faisait en fait des choses dans la continuité. Les aménagements étaient, continus entre la maison et l'école et les choses se sont débloquées dans une certaine mesure parce que, encore ce ne sont pas des choses qui se soignent, donc mais avec des aménagements adaptés, on arrive quand même à des situations, agréables. Donc jusqu'à la grande section, il a eu cette maîtresse-là, elle a voulu le garder ces 2 années-là. Hem, Vraiment, c'était vraiment super, elle était vraiment chouette. Parce qu'il aurait pu changer de maîtresse en grande section, mais elle nous avait formellement, manifesté son envie de le garder sur ces 2 années-là Ouais. et elle a contribué vraiment à ce que les choses s'apaisent et effectivement, quand il arrive en CP, il a 6 ans et à ce moment-là, on se dit à la fin de la grande section, et c'était pendant le confinement en plus, l'année de grande Ouais, section. OK. Donc Ouais, du coup, beaucoup on plus a un peu compliqué de voir des professionnels de voilà, santé c'était un aussi. peu Mmh. compliqué de voir les professionnels de santé. Il n'était plus dans le cadre, scolaire, il était avec maman à la maison. Donc les aménagements étaient individuels sans tout ce qui est, environnement scolaire et
on faisait l'école à la maison. Donc tout allait bien, en fait. Mmh. Donc quand on refait le point à la fin de l'année avec la maîtresse, on se dit: «Ah ouais, c'est super, tout va bien. Hem, on pense que pour le CP, il y aura pas besoin d'AESH». Mmh. Donc à la fin de la grande section, je ne renouvelle pas le dossier. D'accord. Grossière erreur, Mmh. parce que la maternelle, ça n'a rien à voir avec l'école primaire. Les attentes au niveau de la scolarité ne sont pas les mêmes. Oui, c'est ça. Du coup, quand il rentre en CP, au bout d'une semaine de scolarisation en CP, il y a la maîtresse qui m'appelle et je me dis: «Mais qu'est-ce qu'il y a?» Hem, donc je rencontre la maîtresse qui, me fait comprendre que c'est super compliqué. David n'arrivait pas à tenir la posture de l'élève, il n'arrivait pas à être assis à côté d'un autre élève que lui. Il avait une agitation motrice qui était, énorme. Il prenait la parole de façon impulsive, elle n'arrivait pas à le ramener, en fait, dans les leçons et à un moment, elle m'a dit, elle avait chronométré son temps de concentration, ça a Ah oui, été de 4 minutes pour toute la journée scolaire. Et là, je me dis: «Il faut, alerter rapidement la pédopsie». mmh, Donc on a la chance quand même que sa pédopsychiatre elle est très à l'écoute et très accessible. Donc tout de suite, elle nous donne un rendez-vous dans l'urgence, on la rencontre, heu, sachant que déjà en maternelle, pour le dossier MDPH, on avait fait un ensemble de bilans. Mais comme elle nous avait expliqué la pédopsychiatre, c'était que les bilans à cet âge-là ne sont pas vraiment représentatifs de l'enfant parce qu'il est en fait en dessous des 6 ans en pédopsychiatrie. On ne peut pas en fait, figer un enfant, par rapport à l'évaluation qui est faite. Donc elle m'avait dit de ne pas prendre, pour acquis en fait l'évaluation qui avait été faite, quand il avait, 4 ans. d'accord, OK. Donc du coup au CP quand on revoit la pédopsychiatre, on refait des bilans et là c'est le diagnostic. Il a un trouble de l'attention avec l'hyperactivité et il coche clairement toutes les cases. Le déficit, de l'attention, l'impulsivité, c'est coché, l'hyperactivité aussi, c'est, la totale, quoi. Et à partir de ce moment-là, on se dit: «Voilà, le mot est posé». C'est ça, Même exactement. si on a conscience, depuis, qu'il y a quelque chose de singulier, d'avoir le diagnostic quand même ça apaise quelque chose et ça nous donne une légitimité dans les discussions. Ça, c'est très important et hem et et ça permet aussi d'aller plus loin dans les aménagements, dans ce qu'on peut demander, heu auprès de l'école. Donc, quand on a posé le diagnostic en CP, on a mis en place les choses avec la maîtresse. Là aussi, on a eu, en face une maîtresse, qui était, très bienveillante et formée aussi à la notion de neuroatypique. Tout de suite, elle a mis en place des choses. Même avant même qu'on ait le diagnostic de façon formelle, elle avait déjà commencé quand même à explorer des choses pour faciliter l'insertion de David et hem et vu la gravité et l'intensité des manifestations du trouble, je rappelle que le TDAH donc se manifeste essentiellement par un trouble de l'attention et ensuite on a, l'impulsivité et l'hyperactivité motrice ou pas et la fréquence et l'intensité des manifestations varient d'un enfant à l'autre. Et du coup, les impacts aussi dans l'environnement, que ce soit familial ou scolaire, sont différents d'un enfant à l'autre. Sauf que dans le cas de David, notamment, les 3 manifestations, du trouble étaient, vraiment, intenses. Donc, dans ce cas-là, les aménagements scolaires ne suffisaient pas à faire en sorte, que David rentre dans les apprentissages de façon D'accord. Mmh. complète.
il a fallu se poser la question du traitement. Mmh. Mais justement, au moment où il y a eu le diagnostic, parce que du coup là, comme on le dit, maintenant les mots sont posés. Donc comment toi tu l'as perçu et accepté, et surtout ton conjoint qui avait du mal, qui était un peu dans le déni, qui avait du mal justement à se dire qu'il y avait quelque chose? Pour moi, c'était une évidence. Surtout que bien avant, j'ai déjà commencé à je me disais: «Mais, c'est vrai que les enfants, ça bouge, les enfants, c'est dynamique, c'est mais là, quand même, il y a quelque chose de là, de la du fait d'être dynamique. Il y a quelque chose d'autre, en fait. Et j'avais déjà commencé à explorer, je m'étais documentée, je m'étais posé plein de questions, j'avais fait plein de recherches et donc pour moi, ça a été une évidence, un soulagement quelque part. Mais pour lui, ça a été plus compliqué. Pour mon conjoint, c'était plus compliqué, il ne l'a pas accepté tout de suite, pour lui, Heu, c'était mettre l'enfant dans une case, c'était, lui tracer une destinée qui n'est pas la sienne. Bref, c'était vraiment, le refus, quoi. Il a pas accepté le diagnostic, sauf qu'il fallait bien, faire les choses. Et moi, je voyais bien qu'il fallait prendre la situation le plus tôt possible en main. Pour avoir toutes les chances de notre côté, du côté de David, pour qu'il puisse avoir une scolarité normale et c'était essentiellement dans son seul et unique intérêt. Et donc j'ai quand même, fait de la pédagogie auprès de lui. J'ai fait de la pédagogie auprès de lui, tout en avançant en parallèle avec les aménagements et l'école. Hem Et au final, quand même, il a fini par accepter parce que, un soir, en rentrant du travail, il avait acheté un bouquin, je ne peux c'était quoi le titre déjà? «Calme comme une grenouille» et c'est un livre qui, parle en fait, de l'hyperactivité chez l'enfant et qui propose des moyens et il y a même un CD pour, faire du yoga avec l'enfant, bref. Et là, j'ai compris à ce moment-là qu'il est en train de faire la démarche dans sa tête de C'est ça, l'acceptation. exactement. Voilà, et j'ai compris qu'on était alignés. Il l'a pas forcément verbalisé, mais il a manifesté d'une certaine façon. C'est ça, exactement, à sa Mmh. manière, ouais. Oui, voilà, Mmh. voilà. Tout à l'heure, tu parlais aussi que, étant plus jeune, enfin étant tout petit, David avait des soucis de sommeil, enfin des problématiques, à l'endormissement. Mmh. Ça, il a continué à l'avoir justement, jusqu'en maternelle et après? Ah oui, oui, ça n'a jamais arrêté. Il a continué, c'est-à-dire que, heu, c'était et c'est comme si en fait il veut, hem, hem comme s'il veut conquérir le monde. Je sais pas comment dire ça autrement, mais j'ai vraiment l'impression qu'il veut aller à la conquête du monde et il faut que cette conquête ne s'arrête jamais. C'est-à-dire que c'est de l'exploration infinie, c'est, c'est de la stimulation à l'infini. Il adore être stimulé. Donc, en fait, ça ne s'est jamais arrêté. Et l'idée d'aller à l'école le réjouissait tellement que quand il dormait, j'avais l'impression que son cerveau, il ne se mettait pas en pause. Parce que dès, 6 heures du matin, parfois bien avant, il se réveillait pour me demander: «Maman, on va à l'école. Maman, on va à l'école». Parce qu'il est tellement excité à l'idée d'aller à l'école et c'est comme ça dans toute chose, en fait, qui, heu, provoque chez lui une forte, satisfaction, motivation. Il y va à fond et son cerveau ne s'arrête pas. Ouais. Et donc les problèmes d'endormissement ont continué, sachant que c'est un cercle vicieux. Moins il dort et plus il est hyperactif après dans Mmh. la journée. Donc il faut trouver peut-être des routines à mettre en Voilà, place pour, tout à apaiser. fait. Il a fallu effectivement trouver des routines pour apaiser et
On s'est rendu compte aussi, qu'il aimait la lecture. Hem, donc on a mis en place la routine, avec, la lecture le soir, heu, hem, les câlins, mais je me suis rendu compte que de lui lire l'histoire au début, je les choisissais à sa place et bon, ce n'était pas la bonne façon, en fait. Je me suis rendu compte que ça marchait mieux que si c'était quelque chose qui le stimulait lui, donc qu'il avait choisi lui. Donc on a mis en place, la routine du soir avec, la lecture d'un livre que lui, il avait préalablement choisi et sauf que le truc aussi, c'est que quand c'est le livre qu'il aime bien, on ne peut pas s'arrêter de lire, quand on a envie, en fait. C'est-à-dire qu'il peut solliciter, hem, la lecture 2 fois, 3 fois, 4 fois, c'est-à-dire ça peut ne pas s'arrêter. Donc à un moment quand même, il faut on s'est dit: «Il faut mettre un cadre». Il faut, même si c'est compliqué pour lui d'avoir la notion de limite, de frustration, on est obligé de passer par là et il est aussi important pour nous que, il ne soit pas traité, sous le spectre uniquement de ses singularités. On voulait qu'il ait aussi quelque part une éducation la plus normale possible, parce que de toute façon, la vie, elle est faite de frustration quelque part. Donc, si nous déjà dans le cocon familial, on ne l'éduque pas à ça, il est fort probable que, dans la société, même à l'école, que ce soit compliqué. Donc à travers déjà ces moments de routine, pour l'endormissement, on a travaillé en même temps sur la notion de frustration. D'accord. Et Mmh. ça a aidé quand même, hein, ça a aidé parce que, il a il avait, la satisfaction d'avoir entendu une histoire qui lui fait plaisir et il avait la perspective de faire demain quelque chose qui lui fait plaisir, aller à l'école. Donc tout de suite, il savait que on lui avait expliqué, en fait, que pour pouvoir aller à l'école demain, faut qu'il soit endormi, juste après l'histoire. Sinon, demain, ça marche pas. D'accord. Du coup, une fois qu'il a intégré ça, bon, ça a commencé à être mieux. Je ne vais pas dire que c'est parfait, hein. Franchement, il y a toujours un peu de problèmes d'endormissement en général avec les enfants qui ont un trouble, de l'hyperactivité, mais il y a vraiment du mieux. Et justement, quels sont, en fait, les professionnels de santé qui suivent actuellement, David? Actuellement, il voit, une neuropsychologue, il a fait, des groupes d'habilité sociale aussi, il voit une psychopédagogue, pour travailler sur, les pédagogies, les méthodes Ouais. pour améliorer son niveau de concentration, travailler sur, les problèmes d'impulsivité, Mmh. hem et ça se passe plutôt très bien. Chouette. Ça se passe bien, donc il continue scolarité, dans un, parcours normal. Mmh. Hem, il aime toujours autant l'école, il a toujours des problèmes d'endormissement, mais en grandissant aussi, ce qu'on apprécie, c'est qu'il arrive à verbaliser les choses. Ah, c'est C'est-à-dire chouette. que avant, on était vraiment dans le flou. Mmh. On allait, au gré de nos lectures, au gré, des conseils des thérapeutes, au gré de de nos sensations, de ce qu'on se ressentait et tout ça. Et là, vu qu'il s'affirme, qu'il grandit et qu'on peut avoir des conversations vraiment, heu, hem, poussées, Ouais, il met des mots sur ce que lui, il ressent. Il met des mots sur, comment en fait il vit, cette, singularité. c'est ça. Et ça nous aide aussi à adapter, notre façon d'être, en tant que parents, à verbaliser aussi auprès de sa sœur, pour qu'elle puisse le comprendre, hem, à verbaliser même auprès de la famille, de l'entourage. Parce que ça aussi, ce n'est pas forcément, simple. Hem,
et ça contribue à améliorer beaucoup de choses et on voit aussi, que le travail des thérapeutes, de toutes les prises en charge qui ont été mises en place plus jeunes ont, ont vraiment eu un réel impact et on se dit, ça a été un vrai parcours du combattant, mais ça valait le coup et c'était la chose à faire. Aujourd'hui, il voit la pédopsychiatre, tous les trimestres, hem, mais ça se passe très bien. Il a des copains, hem, il est épanoui, il peut interagir avec les autres, ce qui C'est était ça. pas acquis, Mmh. quand il rentrait en maternelle. Ouais, Les interactions étaient, j'en ai à un moment, pleuré alors en me disant: «Mais ça va être quoi son avenir? Est-ce qu'il va pouvoir avoir des amis? Est-ce qu'il va pouvoir, vivre en dehors de de la maison?» c'est ça, ouais. Avoir Mmh. des interactions, avoir une vie, sociale Mmh. et là, on se rend compte quand même qu'il a une meilleure maîtrise de son impulsivité, il a une meilleure, compréhension, des interactions sociales. Il arrive de mieux en mieux à se mettre à la place des autres et on le doit vraiment à la prise en charge, précoce. C'est, et aussi le fait de s'être remis en question dans la bulle familiale et d'avoir aussi, heu travaillé sur nous. On voit le résultat. Mmh. Et justement, tu parles de bulle familiale. Est-ce que, vous en avez parlé, à votre entourage? Est-ce qu'il y a eu un tabou, en fait, sur ce sujet ou pas du tout? Alors ça a été vraiment, compliqué. Effectivement, tu parles de tabou, c'est vraiment le mot et on s'est rendu compte, en fait, à quel point les préjugés et hem et les croyances sont ancrés et peuvent, vraiment être figés. Il a fallu, vraiment faire à un moment, on était obligé de faire le tri puisque on avait beau expliquer, les choses, on avait beau sensibiliser, mais on voyait bien que les gens, en fait, restaient sur: «Ah oui, mais c'est juste que vous n'êtes pas assez, rigoureux. Ah oui, vous n'avez pas, suffisamment mis le cadre. Ah non, c'est des caprices. Ah oui, c'est la mode. Ah non, mais confiez-le-moi, une semaine et vous allez voir qu'il sera différent». Ils se On rendent a pas tout ent compte. Voilà, on a tout entendu et à un moment, on s'est dit: «Non, mais en fait, on ne peut pas, porter aussi le fardeau hem, de l'éducation des autres à ce point-là. À un moment, heu, on est obligé de couper les liens qui, en fait, sont toxiques. Parce qu'à un moment, ça en devient toxique. Donc on a dû faire un tri et tout va bien, hein, ceux qui, on s'en porte très bien. Ceux qui ont eu l'esprit suffisamment ouvert pour s'éduquer, ben, on les côtoie, très bien. Mais ceux qui sont restés braqués, et qui n'ont pas voulu, accepter, David tel qu'il est, ben, on les a voilà, Mis de côté, on va on dire. les a mis de côté. Non, mais c'est hyper important, surtout quand on a ce type de diagnostic qui est plutôt Oui, parfois compliqué à accepter. Si on peut pas s'appuyer sur son entourage, c'est quand même, oui, c'est peut ça nous dire que ces personnes-là sont pas forcément à la bonne place. oui, ça nous rajoute un fardeau, ça nous rajoute de l'angoisse, ça nous rajoute, et on n'a pas besoin de ça à ce moment-là et et ceux qui, aujourd'hui ont compris, au ils sont, quelque part en admiration, devant ce qu'on a pu faire, devant ce qu'on a mis en place. C'est la même chose à l'école. Au début, quand je disais par rapport à la rentrée en maternelle, comment c'était compliqué, et cette maîtresse-là qui était en même temps la directrice, comment elle a été, braquée et quand elle a vu David,
en CP, en fait, elle était éblouie. Pour elle, c'était, en maternelle, elle nous avait dit: «C'est une course désespérée, c'est bon, faut le mettre, dans un parcours spécialisé, on ne peut rien en faire, en fait». Ils se rendent pas compte de le poids des mots. Mais oui, De dire ça à des parents, c'est quand même, on ne très, peut très rien en faire, on ne peut incroyable. rien en tirer. Mmh. Et à ce moment, je dis: «Mais comment est-ce qu'elle peut nous dire des choses pareilles?» Après bon, il faut pas à un moment, je me suis dit: «Le prendre personnellement, c'est la mauvaise posture» parce que quelque part, j'ai compris que là, c'est l'ignorance qui a parlé et après effectivement, quand elle a vu David en CP, en train de jouer, avoir des interactions sociales, classiques, avoir un parcours de scolarité classique, elle était impressionnée et et en CE1, sa maîtresse de CE1 m'a remerciée avec la directrice. Ils nous ont dit: «Merci d'avoir fait ce qui a été fait, d'avoir facilité les choses, d'avoir été à l'écoute et d'avoir pris les choses en main, bien avant la scolarité». Parce que la difficulté pour aussi souvent, c'est de faire face à des parents qui sont dans le déni. Déjà qu'eux, ils récupèrent, les enfants pour la journée. Souvent, c'est l'école qui signale à l'école, pardon, aux parents, qu'il y a quelque chose de singulier chez l'enfant et très souvent en face, ils ont des murs parce que, il est difficile pour le parent d'accepter que l'enfant est différent, que l'enfant a besoin, d'aménagement, tout de suite ça bouscule en fait. Ça bouscule ce qui est compréhensible. Donc oui, c'était quand même un parcours particulier Mmh. avec l'entourage aussi. Mmh. Et et toi, quel conseil tu pourrais donner justement à des parents qui ont un enfant, avec TDAH? Hem, Conseil que je pourrais donner, alors tout de suite ce qui me vient à l'esprit, c'est de faire preuve de beaucoup de patience. Parce que, je parlais tout à l'heure des 3 manifestations, du trouble. La première étant, problème de concentration et c'est quelque chose, si on n'a pas la patience et le recul par rapport à ça, on a l'impression que, l'enfant il fait exprès. C'est-à-dire que tu vas dire je prends un cas basique, à David, heu «Va dans la chambre et va à l'étage et brosse tes dents». Il va à l'étage et il ne brosse pas les dents. Mais ce n'est pas parce qu'il il fait exprès. Ce n'est pas parce qu'il veut, heu énerver son parent ou parce que, il s'en fiche des instructions, c'est juste qu'il a oublié. Mais c'est dingue, hein, mais on parle là de quelque chose qui se passe en l'espace de 30 secondes, en fait. Le temps de lui formuler l'instruction et qu'il monte. Le temps de monter les escaliers, il a oublié qu'il avait, en fait, une double consigne. Donc déjà, vraiment aux parents, c'est d'être patient, mais vraiment faire preuve de patience et être à l'écoute. Ne pas, regarder l'enfant comme étant un enfant, à part. C'est ça. Il Mmh. faut Hyper vraiment important. oui, c'est très important parce que déjà de l'extérieur, on le traite comme étant, un enfant différent. Si déjà, à l'extérieur, il a ce poids-là, si en plus à la maison, il le porte encore, c'est compliqué et à force d'être traité comme un enfant à part, il va finir par se comporter comme un enfant à part. Pourtant, il a les capacités, il a peut-être cette particularité-là d'être, facilement distrait, d'être peut-être impulsif ou être agité, mais il ne se résume pas à ça. Il faut être en mesure de le voir dans sa globalité et ne pas seulement le regarder sous le prisme de ses singularités. C'est très C'est ça. important. Ouais. Et justement pour terminer un peu ce podcast, j'aimerais savoir si, tu vois, si des enseignants étaient en train d'écouter cet épisode, quel message tu aimerais leur passer si, tu vois, ils doivent accueillir justement un enfant, neuroatypique? C'est de vraiment établir
et maintenir la communication avec la famille. Parce que souvent aussi, les enseignants peut-être ils quand ils sont face à des enfants, atypiques, ils ont peur derrière d'avoir aussi des familles, heu, qui sont pas à l'écoute ou qui, sont prêtes à ou de se faire agresser parce qu'ils vont évoquer des sujets, problématiques. Donc souvent, ils peuvent faire le choix de ne pas communiquer sur les problèmes ou les difficultés rencontrées, avec l'enfant à l'école, de peur de se faire agresser, de peur d'être mal vu. Pourtant, en fait, c'est très important pour la famille, même, pour les professionnels derrière qui suivent l'enfant, d'avoir ce retour-là, d'avoir cette continuité-là avec l'école parce que l'enfant à la maison, c'est pas le même à l'école. Donc du coup, si on n'a pas la vision des deux facettes, on ne peut pas bien prendre en charge l'enfant dans sa globalité. Donc c'est vraiment de ne pas avoir peur d'être en contact avec les familles et de communiquer sur les difficultés et d'écouter aussi l'enfant. Parce que c'est pareil, si, l'enfant est de nature agitée, maladroit, Heu, ça ne veut pas dire que tout ce qui se passe ou qui, est associé à de la maladresse est forcément, du fait de l'enfant. Faut pas, que, du fait de ses singularités, une stigmatisation soit, il en résulte une stigmatisation, en fait, parce que ça peut, créer l'effet inverse et quand ces enfants-là ressentent, en fait, qu'ils ne sont pas compris, en fait, ils explosent au niveau des manifestations du trouble. Ils explosent et ça fait un cercle vicieux. Donc heu, ces 2 éléments-là, pour moi, sont cruciaux dans le cadre scolaire. OK, Écouter et communiquer avec les familles. super. Et ben, écoute, on va terminer là-dessus. Moi, je voulais te remercier, hein, de nous avoir, justement partagé un peu ton parcours, celui de David, parce que ça, je pense que ça va aider pas mal de personnes. Alors merci beaucoup à toi. Merci Lorraine pour, cette opportunité. Merci beaucoup à vous d'avoir écouté cet épisode. Vous ne faites pas encore partie de la communauté Mapato? Rien de plus simple pour la rejoindre. Rendez-vous sur mapato.com, mapatho.com, ou bien téléchargez notre application gratuitement sur Apple Store et Play Store. C'est pratique, rapide, gratuit, alors foncez. Pour soutenir le podcast Chronique, laissez 5 étoiles sur Apple Podcast et un joli commentaire sur votre plateforme de podcast préférée. Un grand merci à vous et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.